Je n'ai jamais été quelqu'un qui crie. Même enfant, quand Mai renversait la soupe brûlante sur ma main par accident, je serrais les dents et regardais ailleurs. Ce n'était pas de la force, c'était une forme de dignité que j'avais apprise à la dure, dans une maison où les mots les plus doux cachaient toujours les couteaux les plus tranchants. Alors, quand Théodas a dit ça, avec ce sourire de faïence fissurée qu'il portait depuis 30 ans, j'ai simplement posé la fourchette en argent à exactement 2 centimètres du bord de l'assiette, parallèle, précise, impassible. J'ai invité ma maîtresse au dîner de famille, a-t-il répété, plus fort, comme si j'avais mal entendu la première fois. Il cherchait quelque chose sur mon visage, une lèvre qui tremble, un œil qui mouille, un genou qui cède. Il n'a rien trouvé. J'ai souri, pas le sourire qu'on offre, le sourire qu'on garde pour soi. Il faut que vous compreniez qui est Théodas Malverny. Pas l'homme que sa femme, ma belle-mère Rosalinde, décrit aux voisins avec cette fierté moite qu'ont les femmes résignées. Pas le directeur régional aux tempes argentées que ses collègues applaudissent lors des conventions. Non, l'homme réel. Celui que j'ai appris à décortiquer comme on décortique une crevette, en tirant sur la carapace avec méthode, sans se salir les doigts. Théodas était un homme qui aimait les salles, les grandes salles, où sa voix pouvait rebondir contre les murs et lui revenir amplifiée, transformée en écho d'une importance qu'il ne t'avait pas méritée. Il aimait les tablées longues, parce que la distance entre le chef de table et les autres ressemblait, dans sa tête, à une forme de souveraineté. Il aimait les verres à pied, parce qu'on ne peut pas tenir un verre à pied et avoir l'air ordinaire. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Et il aimait, par-dessus tout, me regarder souffrir. Depuis le jour où Solène, sa fille, ma femme, m'avait ramenée à la maison familiale pour la première fois, Théodas avait posé sur moi ce regard particulier. Celui du chasseur devant un animal qu'il juge trop facile à abattre pour être intéressant. Je n'avais pas l'héritage qu'il espérait pour sa fille, pas le nom, pas la cravate réglementaire. J'arrivais de nulle part, avec mes mains habituées au travail et mes phrases trop directes, et pour Théodas, la franchise était une vulgarité que les pauvres gens pratiquaient faute de mieux. Les 8 années qui avaient suivi avaient été une longue conversation à sens unique. Il parlait, je digérais. Solène regardait le plafond avec cet air d'excuse permanente qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance. Mais ce soir-là était différent. Ce soir-là, Théodas avait décidé d'aller plus loin que d'habitude. Le dîner avait été convoqué. Le mot est juste, convoqué, pour célébrer l'anniversaire de Rosalinde, 59 ans. Elle avait demandé, timidement, un repas en famille, rien de plus. Théodas avait transformé ça en opération militaire, personnel de service loué, nappe en lin des Flandres, chandelier qui n'avait pas vu la lumière depuis le mariage de Solène. Nous étions 8 autour de la table, Rosalinde au bout, les mains jointes sur les genoux, déjà fatiguée de la soirée avant même qu'elle commence. Solène à ma droite, sa robe bleu pétrole impeccable, son sourire de façade irréprochable. Les 2 frères de Solène, Gauthéran et Noël, avec leurs femmes respectives, Iphigénie et Constance, qui se ressemblaient tellement dans leur façon d'acquiescer qu'on aurait pu les confondre à basse lumière. Et Théodas, au bout opposé, trônant comme un roi de carnaval. La femme inconnue était assise entre Gauthéran et Noël. Elle s'appelait Véronelle, d'après l'introduction que Théodas avait faite en début de repas, avec cette légèreté théâtrale des gens qui ont répété leur entrée devant le miroir. « Une amie », avait-il dit, un mot propre pour quelque chose qui ne l'était pas. Véronelle avait la cinquantaine élancée, les cheveux couleur de tabac blond, et portait un sac à main en cuir fauve qu'elle ne t'avait pas posé sous sa chaise comme les autres femmes. Elle l'avait gardé sur ses genoux, serré contre elle, comme quelqu'un garde un secret physique. Ce sac m'avait intriguée dès le début. Le potage avait été servi, les conversations polies avaient commencé, ce genre de bavardage qui ressemble à des ping-pong joués avec des balles en coton. Puis Théodas avait frappé son verre avec une cuillère, comme pour un toast. Tout le monde s'était tu, et il avait dit ça, la phrase, avec son sourire de faïence fissuré. J'ai invité ma maîtresse au dîner de famille. Il riait, un rire bas, de gorge, qui se voulait charmeur et qui sonnait comme du gravier dans une machine à laver. Ses yeux étaient fixés sur moi, uniquement sur moi, parce que Rosalinde regardait sa soupe, parce que Gauthéran et Noël avaient baissé la tête, parce que Solène avait cessé de respirer à ma droite. Je l'ai regardé. J'ai posé ma fourchette. J'ai souri. Théodas a attendu. La seconde s'est étirée comme du caramel chaud.
Il voulait que je me lève. Il voulait la scène. Il voulait les mots que je n'allais pas prononcer, la chaise renversée que je n'allais pas renverser, les larmes de Solène qu'il aurait pu contempler comme un trophée. Il n'a rien eu. Le potage est excellent, Rosalinde, j'ai dit, et j'ai recommencé à manger. Un silence étrange a occupé la table. Pas le silence de la gêne, le silence de l'incompréhension. Les gens autour regardaient leurs assiettes ou regardaient Théodace, essayant de comprendre pourquoi la bombe n'avait pas explosé. Véronèle, elle, regardait son sac. Ce que Théodace ignorait, ce que tout le monde autour de cette table ignorait, sauf peut-être Rosalinde, au fond de quelques certitudes féminines que les maris sous-estiment toujours, c'est que je savais depuis 6 semaines, 42 jours. Je ne les avais pas comptés avec amertume, je les avais utilisés. Solène m'avait appelé un mardi matin, la voix aplatie par quelque chose entre la honte et la colère. Elle avait reçu un message anonyme, une photo. Théodace et Véronèle dans un restaurant que Rosalinde connaissait par son nom. Elle y avait fêté ses 30 ans, son 40e anniversaire de mariage, chaque événement qui comptait. Théodace avait choisi cet endroit-là avec Véronèle. Intentionnellement ou par négligence, les deux étaient également damnables. J'aurais pu consoler Solène et laisser les choses se régler d'elles-mêmes. C'est ce qu'un homme ordinaire aurait fait. Mais j'avais appris, dans les marchés à terme, dans ces heures silencieuses avant l'ouverture, où les chiffres tremblent comme de l'eau sur le point de bouillir, que l'attente n'est pas de la passivité, c'est de la préparation. J'avais pris rendez-vous avec maître Ondine Fraès, une avocate spécialisée en droit patrimonial que j'avais trouvée après 3 heures de recherche méticuleuse. Pas la plus connue, la plus efficace. Il y a une différence, et cette différence-là se mesure en résultats, pas en plaquant les tons sur les portes. Ondine avait passé 2 semaines à éplucher les structures financières de Théodace, les holdings, les sociétés écrans, les comptes que Rosalinde ne connaissait probablement pas parce qu'elle lui faisait confiance depuis 31 ans et que la confiance, quand elle est accordée sans comptabilité, ressemble à un chèque en blanc signé à l'avance. Ce qu'Ondine avait trouvé était considérable. Et Véronèle, cette femme que je regardais serrer son sac contre elle, de l'autre côté de la table, n'était pas seulement une maîtresse, elle était associée. Dans une SCI constituée discrètement 18 mois auparavant, qui détenait un appartement à Lyon et un studio à Bordeaux, tous deux financés avec de l'argent qui appartenait, légalement, à la communauté conjugale de Théodace et Rosalinde. Véronèle le savait, elle avait signé. Son nom était là, dans les documents, net comme une cicatrice. Le plat principal est arrivé. Un rôti de veau au mori. Rosalinde l'avait demandé spécifiquement, c'était son plat de fête depuis l'enfance. Le serveur l'a découpé avec une application silencieuse. Les assiettes ont circulé. Théodace avait retrouvé sa bonne humeur de façade. Ma réaction, mon absence de réaction, semblait l'avoir frustré dans un premier temps, mais il avait réinterprété ça à sa façon, comme il réinterprétait toujours tout à sa façon. J'étais trop stupide pour comprendre, ou trop lâche pour répondre. Dans les 2 cas, c'était une victoire pour lui. Il a commencé à parler à Véronèle comme si la table n'existait pas. Leurs échanges avaient cette familiarité poisseuse des couples qui ont décidé d'arrêter de se cacher sans avoir encore eu le courage de rompre avec l'ancienne vie. Rosalinde regardait son assiette. Gauthéran buvait plus vite que d'habitude. Noël avait ce regard que les hommes ont quand ils savent qu'ils devraient intervenir et qu'ils choisissent de ne pas le faire. Solène a posé sa main sur ma cuisse, sous la nappe. Une pression légère. Je l'ai couverte de ma main sans la regarder. Puis le moment est venu. Pas parce que je l'avais planifié à la seconde près, mais parce que c'est la nature des choses qui ont mûri trop longtemps. Elle tombe toute seule. Véronèle a ouvert son sac. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Un mouchoir peut-être, son téléphone, un rouge à lèvres pour se recomposer entre 2 bouchées. Ce qu'elle a sorti à la place, c'était une enveloppe. Kraft, format A4, légèrement froissée au coin, comme quelque chose qu'on a transporté longtemps avant de décider quoi en faire. Elle l'a posée sur la nappe, à côté de son assiette. Elle la regardait. Elle ne la regardait plus. Elle a levé les yeux vers Théodace avec une expression que j'avais vue une fois chez un trader qui venait de comprendre qu'il était du mauvais côté d'une position à levier maximale. Ce mélange de calcul tardif et de résignation précoce. Théodace n'avait pas encore vu l'enveloppe. Il parlait toujours de quelque chose concernant un voyage en Toscane qu'il voulait faire au printemps. C'est Rosalinde qui a vu l'enveloppe en premier. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin entre l'assiette et sa bouche. Pas un tremblement, une suspension. Comme si le temps avait décidé de reprendre son souffle.
Qu'est-ce que c'est ? Elle a demandé. Pas à Véronèle, à la table, à l'air de la pièce. Théodas a suivi le regard de sa femme. Il a vu l'enveloppe. Quelque chose a traversé son visage, trop rapide pour être identifié avec certitude, mais j'ai cru reconnaître de la peur, une peur brève, animale, que son sourire a recouvert aussitôt comme de la neige fraîche sur de la glace. « C'est rien », il a dit, et il a tendu la main vers l'enveloppe. Véronèle a posé les siennes dessus, les deux paumes à plat. Elle ne l'a pas laissé prendre. Le silence qui a suivi était d'une qualité particulière. Ce n'était plus le silence de la gêne ni de l'incompréhension. C'était le silence des choses sur le point de se retourner. « Dis-leur », elle a dit à Théodas. Sa voix était étrangement calme, la voix de quelqu'un qui a pris une décision dans la nuit et qui n'en revient pas encore, mais qui n'a plus la force de faire marche arrière. « Dis-leur ou je leur montre. » Théodas a ri. Ce rire de gravier encore. Mais cette fois, il sonnait légèrement creux. « Véronèle, ma chérie, tu es fatiguée, on va… » « La SCI Malvernie-Brel, » elle a dit. Le nom est tombé sur la table comme quelqu'un qu'on jette par une fenêtre. Gauthéran a relevé la tête. Noël a posé son verre. Iphigénie et Constance ont échangé ce regard que les femmes échangent quand elles comprennent avant les hommes. Rosalinde avait l'air de quelqu'un qui entend pour la première fois une chanson qu'elle aurait dû connaître depuis longtemps. « Malvernie-Brel », elle a répété, lentement. « Brel, ton nom de jeune fille. » Elle regardait Véronèle. « Tu t'appelles Véronèle Brel. » Véronèle a hoché la tête, et dans ce hochement, il y avait quelque chose de presque soulagé, la fatigue de quelqu'un qui a trop longtemps porté quelque chose de lourd dans un sac qu'on n'est pas censé ouvrir en public. Théodas a voulu parler, sa bouche a bougé. Mais les mots ne sont pas venus, ou peut-être qu'ils sont venus trop nombreux en même temps et se sont bloqués à la sortie, comme des gens qui essaient de fuir par une seule porte. J'ai pris mon verre. J'ai bu une gorgée de Côte-du-Rhône que le serveur avait choisie, que Théodas avait approuvée en faisant tourner dans le verre avec l'expertise fabriquée des hommes qui ont appris à singer la connaissance. Il y a 2 appartements, j'ai dit. Ma voix était posée, celle que j'utilise quand les marchés s'ouvrent mal et que je dois décider en quelques secondes si je coupe ou si je tiens. Un à Lyon, rue Montchat, un studio à Bordeaux, quartier des Chartrons. Les 2 financés à hauteur de 420 000 € issus de comptes communs. Maître Fraisse a tout documenté. La pièce s'est figée. Théodas s'est tourné vers moi, lentement, comme une tourelle. Dans ses yeux, le sourire de faïence s'était fissuré pour de bon. Et dessous, il n'y avait pas de la honte ni de la colère. Il y avait quelque chose de plus intéressant, de la stupeur. La stupeur de l'homme qui a passé des années à sous-estimer quelqu'un et qui réalise en un instant l'étendue de son erreur. Il a commencé. Les papiers sont chez Maître Fraisse, j'ai continué. Rosalinde peut la contacter demain matin. Son cabinet ouvre à 9h. J'ai pris la liberté de lui demander de bloquer 2 heures dans son agenda. Rosalinde me regardait. Ses yeux n'étaient pas emplis de larmes. Ils étaient emplis de quelque chose de plus complexe, de reconnaissance peut-être, ou de cette tristesse particulière des femmes qui ont su depuis longtemps sans vouloir savoir, et à qui quelqu'un vient enfin de donner la permission de regarder. Théodas a poussé sa chaise en arrière. Il s'est levé, ou il a essayé. Ses jambes n'ont pas tout à fait suivi l'intention. Il a titubé légèrement, les 2 mains sur le bord de la table, les jointures blanchissant sous la pression. Sa couleur avait changé, quelque chose était sorti de son visage, la même chose qui rend un homme grand et qui, une fois absente, le laisse ordinaire. Il a regardé autour de la table, Gauthéran, Noël, leurs femmes, Solène, moi, Rosalinde, et dans ce regard-là, j'ai compris ce qu'il cherchait, une alliance, un visage qui lui appartienne encore, quelqu'un qui soit encore à lui dans cette pièce. Il n'a rien trouvé. Il a mis une main sur sa poitrine. Sa respiration s'était accélérée de façon visible. Le col de sa chemise blanche tirait contre son cou. Il a dit quelque chose d'inaudible. Et puis, il s'est assis. Pas vraiment assis, plutôt affalé, comme quelqu'un à qui on retire la structure portante. Gauthéran s'est levé. « Papa !» Théodas a secoué la tête. Ses yeux étaient fermés. Quand il les a rouverts, ils avaient ce flou particulier des gens qui n'ont plus la force de composer leur visage. Le serveur a passé la tête par la porte de la cuisine. Je lui ai fait signe de reculer. Nous avons attendu en silence. Pas le silence d'avant, quelque chose de différent, le silence de l'après. Ce moment étrange où quelque chose de lourd vient de se poser sur le sol et où tout le monde regarde l'empreinte qu'il a laissée.
Rosalinde s'est levée. Elle a contourné la table avec cette lenteur des femmes qui ne sont plus pressées de rien. Elle s'est arrêtée derrière Théodas. Elle a posé une main sur son épaule, une seule main, brève, pas un geste d'amour, un geste de clôture. Puis elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle a pris mon bras de ses deux mains, comme on prend le bras de quelqu'un pour traverser quelque chose. « Merci », elle a dit, « juste ça ». Véronèle avait rami l'enveloppe dans son sac. Elle regardait la flamme de la bougie la plus proche avec l'attention qu'on accorde aux choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pense réellement. Elle était venue ce soir-là pour une raison que j'ignorais encore entièrement. Par culpabilité tardive peut-être, ou par calcul, ou par cette fatigue des deuxièmes rôles qui décident, un beau soir, de sortir par la porte principale. Solène a posé sa tête sur mon épaule, légèrement, comme quelqu'un qui a retenu quelque chose longtemps et qui l'entreprend, enfin, de le lâcher. Le rôti de veau est resté sur la table. Rosalinde, a-t-on appris plus tard, ne l'a pas touché. Elle a dit, dans les semaines qui ont suivi, qu'elle ne voulait plus de ce plat-là, qu'elle allait s'en choisir un autre pour les prochains anniversaires. Il y avait dans cette décision quelque chose de petit en apparence et de profond en réalité. La reconquête de quelque chose d'aussi modeste qu'un plat de fête. Théodas a quitté la table ce soir-là avec la main de Gauthéran sous le bras. Pas d'évanouissement, mais quelque chose d'équivalent à l'intérieur, une défaillance de la mécanique intime. On ne l'a pas vu claquer de porte, on ne l'a pas entendu crier. Il est sorti comme quelqu'un dont on a ôté la pile. Les papiers ont été déposés chez Maître Fraisse le lundi suivant. Rosalinde est arrivée seule, avec un carnet et un stylo, et elle a pris des notes tout au long de la consultation, avec la rigueur de quelqu'un qui apprend une langue nouvelle et qui sait qu'il va en avoir besoin longtemps. La SCI Malvern-Brel a été dissoute 4 mois plus tard. La procédure de divorce a été initiée dans la foulée. Ce qui m'a frappée, dans les jours qui ont suivi ce dîner, c'est à quel point le silence peut être une forme d'action. Les gens confondent souvent le calme avec la résignation, la patience avec l'impuissance, le silence avec l'absence. Théodas avait fait cette erreur-là pendant 8 ans. Il avait regardé ma tranquillité et y avait lu de la faiblesse, parce que les hommes qui ont besoin de bruit pour exister ne savent pas reconnaître la force qui n'en a pas besoin. J'avais appris ça dans les marchés. Dans ces secondes où le cours chute et où la panique collective s'installe et où l'écran devient rouge d'une bordure à l'autre, c'est exactement à ce moment-là que le calme devient un avantage. Pas l'indifférence, pas l'aveuglement, le calme conscient. Celui qui sait ce qu'il fait et qui n'a pas besoin de l'expliquer à voix haute pour que ça soit vrai. Je n'avais jamais cherché à détruire Théodas. Ce n'était pas mon objectif, ce soir-là, ni avant. J'avais cherché à protéger Rosalinde. J'avais cherché à tenir debout Solène, qui portait le poids de ce père depuis trop longtemps dans des endroits que personne ne voyait. J'avais cherché à mettre les documents là où ils devaient être, pas sur la place publique, pas pour le spectacle, mais dans les mains de l'avocate qui saurait quoi en faire. La table longue de Théodas avait fini par être trop longue pour lui. Il avait cru que la distance entre le chef de table et les autres était de la souveraineté. Il n'avait pas compris que la distance, parfois, c'est simplement ce qui permet aux autres de vous voir entièrement, sans que vous ayez la possibilité de vous recomposer assez vite. Rosalinde a acheté une petite table ronde pour son nouvel appartement. 4 chaises. Elle dit qu'elle préfère les tables où tout le monde est à égale distance de tout le monde. Je la comprends. Solène et moi avons mangé ce soir-là dans la cuisine, après que tout le monde fut parti. Les restes du rôti, réchauffés à la poêle avec un peu de beurre et de thym. La vaisselle en faïence ordinaire, pas l'argenterie. La lumière du plafonnier au lieu des chandeliers. C'était meilleur. Si cette histoire vous a traversé quelque part, likez, ça coûte un clic et ça change tout pour nous. Abonnez-vous, la suite vaut le détour.